structurer la carrière, appliquer des exigences à la hauteur d'une agence de communication, à la trajectoire de la carrière de l'athlète. Tu le rends bankable en fait, ton Exactement. athlète. C'est exactement l'objectif. Les combattants qui doivent aller combattre un pays de l'Est, donc ils doivent se déplacer à leurs frais dans le pays avec un contrat qui tient sur une seule page. Le combat se réalise, il n'y a aucun bonus financier derrière, même sur la défaite. Non, j'ai l'impression qu'en fait tu payes pour combattre. C'est tu exactement signes ça. ton contrat sur un bloc-notes. C'est ça. Pour nous, ça clairement, c'est inadmissible. Salut Romain, comment tu vas ? Je vais très bien, Franck. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. Romain, je te reçois parce que tu es le fondateur d'Armada Conseil. C'est une agence de gestion d'athlètes, de management d'athlètes, plutôt spécialisée dans les sports de combat. Aujourd'hui, l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une entreprise de management d'athlètes. Pourquoi un acteur y signe ? Qu'est-ce qui va lui permettre de développer sa carrière grâce à un accompagnement ? On va parler de communication, de sponsoring, de gestion de carrière, de juridique, donc beaucoup de sujets. Toi, tu as créé Armada assez récemment, mais avant ça, Romain, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Tout à fait. Donc, je suis Romain, le fondateur d'Armada. Je suis creative designer et je suis aussi passionné par les sports de combat. C'est pour ça que je pense que tu m'as invité aujourd'hui. J'ai un premier chapitre professionnel dans ma carrière de creative designer. J'ai suivi une formation à l'ESAM, l'École supérieure des arts modernes, où j'étais diplômé de concepteur graphiste. Et ça fait une 20aine d'années que j'évolue dans les grosses agences de communication parisiennes. J'ai commencé chez Full Six, ensuite je suis passé chez BETC 4D, Venise Group, et sur mes 10 dernières années, j'ai eu la chance d'être accompagné dans le groupe Altavia, qui est un groupe international avec un fort ADN retail, et ça m'a permis d'élargir mon périmètre de travail. Moi, je suis un digital natif, donc j'ai très vite été attiré par le digital, et avec aussi l'évolution de mon métier que j'ai accompagné avec l'UX design, par exemple. J'ai été formé à l'UX design pendant ces 10 dernières années. C'est un terme assez tendance qui regroupe beaucoup de choses. Donc pour être clair, je suis une petite définition de l'UX design. Ça va être l'expérience qu'une personne va vivre au travers de l'ensemble des interactions via une interface, un service, un produit ou même une marque. Et ça regroupe beaucoup de métiers dans l'UX design. On peut avoir des UX researchers, UX writing, de l'ergonomie, l'accessibilité. On va aussi avoir l'architecture de l'information. C'est très large. Ouais. Et moi, voilà, j'ai une casquette. Et puis ça va dépendre aussi des groupes et des entreprises. Dans certaines agences, on va splitter l'UX et l'UI. Dans d'autres, on va les regrouper. Donc voilà, c'est aussi un positionnement stratégique, parfois politique. Voilà, moi j'étais formé à l'UX design. En tout cas, l'essentiel, c'est de s'appuyer sur les besoins et les demandes d'utilisateurs. C'est ça qu'on dit user-centric. Donc on part sur, il y a une grosse approche heuristique. On va faire beaucoup de recherches, des interviews, des benches, pour récolter un maximum d'informations. C'est ce qui est le plus précieux, pour ensuite faire des ateliers et travailler avec des méthodologies de travail dans ce sens. Et en même temps que tu fais ça, tu me disais que tu avais aussi monté La Bagarre Média avec d'autres associés que tu vas retrouver chez Armada. Exactement. Grosse passion sport de combat. Toi, tu pratiquais ? Oui, aussi. Ouais. Je pratique depuis l'âge de 14 ans. J'ai commencé avec la boxe thaïlandaise. J'étais assez curieux, donc j'ai essayé pas mal de sports de combat différents. J'ai essayé la boxe anglaise, le kung fu sandar, qui est
la branche plus percussion, compétition du kung-fu. J'ai testé aussi la self-défense et puis aussi tout ce qui est conditionnement pour améliorer ses compétences dans les sports de combat. Et ça va faire bientôt 5 ans qu'on a lancé la Bagarre Média. Tu peux nous dire, c'est une chaîne YouTube, c'est un site internet, c'est un compte Instagram, peu près les métriques clés. Alors tout c'est un média spécialisé dans les sports de combat, amateur. On est complètement indépendant. On dit ce qu'on veut. En effet, une plateforme YouTube. C'est beaucoup de talk. On a près de 350 vidéos. Et bientôt 1 million de vues cumulées sur la chaîne. Là, on a un peu levé le pied parce que y a Armada aussi, donc on peut pas tout faire. Donc il y a un peu moins de talk, mais on a interviewé beaucoup de combattants, de participants au sport de combat. On a eu Zakaria Atou, Baki, Jordan Zebo, Benoît Saint-Denis, Malik Silla, Loïc Pora. Enfin, je vais pas faire la liste. On a Bertrand Amoussou aussi. Enfin, du beau monde. Du beau monde. Beaucoup d'athlètes, de gens qui sont investis dans les sports de combat. Donc, on a créé un lien assez proche avec tous ces gens. Et on a aussi une approche assez empirique parce qu'on s'est lancé dans le projet. Le MMA était en train de décoller fortement, donc nous on voulait participer à ça, on a envie de faire quelque chose, donc on s'est lancé dans cette aventure surtout que de la passion et avec un fond. Dans la forme, on maîtrisait pas tout, donc on a eu des soucis avec les prises de son, avec l'image, la lumière, le montage, mais voilà, en tout cas on est super sincère sur l'approche et sur le projet. Et ça, c'était un projet passion où il y avait une volonté de faire du business derrière? C'est clairement un projet passion. On voulait participer à l'écosystème, l'explosion du MMA. Qui était en train de grandir et tu as envie de prendre ta place là-dedans. Exactement. Et puis aussi un compte Insta avec pas mal de news. On a un réseau qui est assez important. Dans le paysage sport de combat, on est aujourd'hui clairement légitime et reconnu. On est présent dès qu'il y a des rencontres, des fédés qui nous invitent en journalisme. Alors nous, on est les seuls journalistes amateurs, contrairement à du RMC Sport, etc., qui sont des professionnels. Nous sommes amateurs. Et voilà, on a un petit peu calmé le jeu là ces derniers temps. Il y a moins de vidéos parce qu'on peut pas tout faire. Et le journalisme amateur a aussi une vraie place. C'est un journalisme qui est 100% libre de ton, qui ne dépend d'aucune subvention, d'aucun employeur. Donc c'est sain de l'avoir dans l'écosystème. Exactement, c'est le gros point fort de la Bagarre Média. La Bagarre Média, est-ce qu'elle vous a permis de toi et de tes associés, on reviendra d'ailleurs à qui sont ces fameux associés, de comprendre qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas dans cet écosystème, de combattants qui étaient mal accompagnés, mal informés. Est-ce que c'est de là que commence à germer dans ta tête l'idée d'un accompagnement? Exactement, sans le savoir, on va pouvoir, quand je parlais du X-Design, là on a beaucoup d'interviews, beaucoup de contenu, de richesse, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans l'analyse, et on va se rendre compte qu'en effet il y a des pain points, il y a des points de friction dans la carrière des combattants. Et on a des anecdotes avec des combattants qui doivent aller combattre un pays de l'Est, donc ils doivent se déplacer à leurs frais dans le pays avec un contrat qui tient sur une seule page. Le combat se réalise, pas de chance, on perd le combat. Il y a aucun bonus financier derrière, même sur la défaite. Il doit se débrouiller pour passer la nuit sur place, pour rentrer chez lui. Donc là, pour nous, ça clairement, c'est inadmissible. On a aussi rencontré une combattante, elle qui fait le choix, qui est française, qui veut vivre du combat. Mais aujourd'hui, en France, c'est très compliqué de pouvoir subvenir à ses besoins exclusivement via les combats, même en étant professionnelle. Mais elle, voilà, c'est dans son mindset. Tout son temps, c'est pour l'entraînement, c'est pour le travail. Donc il y a
pas de CDI, il y a pas d'autre rentrée d'argent. Donc là, elle est hébergée chez un ami. Elle a un enfant qu'elle va voir de façon un peu plus compliquée parce qu'elle est pas sur place. Enfin, là, il y a des. C'est du bricolage. C'est du bricolage. Il y a des histoires de vie qui sont très très touchants. Mais sur la première histoire, j'ai l'impression qu'en fait, tu payes pour combattre. C'est exactement ça. Ton contrat sur un bloc-notes. C'est ça. Exactement. Donc, il y a des gens qui en profitent, qui profitent du système. C'est en train de changer. Mais voilà, après, c'est compliqué quand on est un combattant, qu'on est mal accompagné ou pas du tout accompagné, d'être objectif. On va un peu suivre ce qu'on nous dit et c'est tout à fait compréhensible. Ça touche plutôt les jeunes, des mecs de 18, 20, 22, 23 ans, qui se disent « Ah, ça y est, j'ai ma chance de combattre dans une sombre organisation du pays de l'Est. Et allez, j'y vais, puis je m'en fous, je paye tout et c'est mon moment. » Ou ça peut toucher des gens plus installés. Ça peut, non, vraiment, il n'y a pas de règle. Ça peut vraiment toucher beaucoup de monde. C'est très large. C'est pas seulement le jeune de 18 ans qui arrive et qui a peu d'expérience. Ça peut toucher d'autres profils plus matures. Donc voilà, c'est vraiment le problème parce qu'on a aussi identifié des athlètes qui vont être managés, accompagnés par mon frère, mon meilleur ami, mon papa, parce qu'il y a une confiance qui est inévitable, un lien émotionnel très fort. Malgré tout, c'est des profils qui n'ont pas forcément de formation juridique, qui peuvent être limités dans cette approche-là, qui peut être très complexe dans les contrats, avocats, juristes, etc. T'as un vocabulaire qui est particulier, et ça, clairement, il faut une formation. C'est compliqué d'arriver comme ça et de pouvoir maîtriser tout le vocabulaire, la carrière, etc. Exactement. Et pouvoir le renégocier. Enfin voilà, c'est pas forcément un contrat. Il est pas figé. On peut le modifier, etc. Donc on a identifié aussi beaucoup d'entourage qui accompagnent. Et c'est du bon sens, mais malgré tout, qui n'ont pas forcément la formation pour l'accompagnement. D'autant plus que si tu es accompagné par quelqu'un de ton entourage en qui tu as confiance, et c'est extrêmement important, mais qui, comme tu dis, n'a pas forcément la formation adéquate, en face, cette personne, elle va négocier avec des avocats, des financiers, qui, eux, font ça toute la journée, ont vu toutes les situations, donc ça crée quand même une asymétrie de compétences qui est forte et qui peut se faire au détriment de l'athlète. Exactement ça crée un vrai déséquilibre, d'où ces exemples de vie où ça se passe pas forcément bien. On a parlé de la bagarre média. Toi, tu vas quitter la com fin 2025. Comment ça se passe ? Tu claques la porte en disant j'en ai marre, j'ai envie d'être à mon compte, je veux vivre de ma passion. Quel est le cheminement un peu ? La bagarre média, je pourrais revenir dessus rapidement. Donc on a commencé, on était dans un bar associatif à Clichy pour les prises vidéo. Ensuite, on est passé au bar des légendes dans le 17e. Et ensuite, j'ai eu de la chance de pouvoir profiter des locaux de mon ancien employeur pour réaliser les talks. Sympa, sympa le patron. Très sympa, ouais. Je remercie Sydney au passage. Donc voilà, on a pu profiter des locaux pour tout ce qui est talk. Moi, après une vingtaine d'années d'expérience en agence de communication, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort, d'être challengé, de voir autre chose, d'être stimulé. Là, au bout de 20 ans, j'arrive à un âge où j'ai besoin, soit je continue dans la lancée cette linéaire, soit c'est le moment de changer, d'être audacieux, de faire autre chose. Et c'est ce qui me motive. Donc j'ai quitté le format agence de communication parce que de toute façon j'avais envie de passer à autre chose. J'en avais marre. Et là, la création d'Armada, c'est plus lié à la passion. C'est vraiment, on vient capitaliser sur nos expertises, nos 3 expertises, de juriste, de manager, moi de creative designer. Donc là, on a un vrai background au-delà de la passion. Et c'est pour ça que l'agence est légitime. Donc l'année dernière, donc je quitte en fin 2025. J'ai aussi un
un projet secret. Je vais être papa, donc je suis papa l'année dernière. Je deviens papa, donc voilà, c'est une année un peu particulière, avec assez intense. Un premier enfant, l'agence qu'on est en train de mettre en place. Donc concrètement, bah voilà, depuis 2 bébés en fait. C'est ça, 2 bébés. Donc depuis le milieu d'année dernière, voilà, Armada est arrivé, commencé voilà à prendre nos pas sur l'agence. Et moi je suis très content. C'est un projet très audacieux, parce que là on se jette à l'eau. Aujourd'hui, on a plusieurs athlètes. On va continuer d'aller en chercher. On n'est pas sur le volume, on est vraiment sur la qualité. C'est l'objectif. Le positionnement, si je rebondis sur Armada, voilà, c'est l'accompagnement d'athlètes sur la communication, le sponsoring, le management, mais aussi l'accompagnement juridique, qui est très important, qui est moins sexy, mais qui est essentiel. Et on a des valeurs qui sont la bienveillance. Alors c'est un terme qui est un peu tendance, mais c'est pas du galvaudé, nous c'est important. Là aujourd'hui, on travaille pas avec des marques, on travaille avec des êtres humains, des athlètes. Donc l'approche est complètement différente. Le lien est différent. Et pour nous, ça nous tient à cœur d'avoir un vrai lien proche avec nos athlètes. On vient pas juste récupérer la commission après les combats. Et on est aussi dans la performance et la créativité. La créativité, c'est important pour moi, c'est essentiel aussi. Et avant de rentrer vraiment dans le cœur d'Armada, tu parlais du fait que t'es papa. Ouais. Ça, on parle beaucoup de la maternité chez les femmes et comment ça impacte la carrière, souvent en mal malheureusement. Chez les hommes, on en parle un peu moins. Comment toi, tu vis le fait d'être papa et de monter une boîte en même temps ? C'est 2 événements extrêmement importants. Bon, peut-être plus d'être papa quand même. Mais voilà, est-ce que ça modifie ton rapport au travail ? Est-ce que ça modifie ton rapport à l'entrepreneuriat ? Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Au-delà des femmes, aujourd'hui, avec la parité, où l'homme est plus engagé, moi, je sais clairement qu'il y a un impact sur ma carrière professionnelle en étant papa et en l'ayant accompagné. J'ai profité de plusieurs mois l'année dernière pour l'accompagner sur ses débuts de vie, et c'est une chance exceptionnelle que j'ai pu avoir. Mais voilà, je sais que ça a un impact inévitable sur ma carrière, et j'en ai profité justement pour rebondir et jongler avec la création d'Armada. Et voilà. Ok. Et juste avant de rentrer sur Armada, tu parlais de tes associés. Donc c'est ceux que tu avais avec qui tu as cofondé La Bagarre Média. Ce qui m'interpelle, c'est que là vous dites à 3 personnes en même temps, on se lance dans une boîte. Eux, est-ce qu'ils sont restés dans leur CDI s'ils en avaient un ? Est-ce qu'ils sont full time là-dessus ? Comment vous êtes un petit peu structurés tous ensemble ? Parce que bon, mettre 3 personnes d'accord en même temps pour un projet commun, c'est un alignement des planètes. Tout à fait. Donc c'est Juji et Jeep. Ce sont les 2 protagonistes aujourd'hui, leaders sur La Bagarre Média, qui vont animer les talks, et qui sont aussi de formation, juristes et managers. Quand je te parle de capitaliser sur nos expertises, on arrive à une maturité commune sur le projet, qu'on commence à prendre surface, arriver en surface, pardon. Et en termes de temps, voilà, il y en a certains qui ont encore leur CDI, qui vont en parallèle bosser sur Armada. Moi, je suis à temps plein aujourd'hui sur le projet, et d'autres qui vont faire un mi-temps aussi sur le projet. Puis on est complémentaires, il y a une synergie. On va essayer d'être sur les rendez-vous, être au moins présent 2 sur 3 en règle générale, pour aller rencontrer les athlètes, aller aux événements, les rendez-vous, pour qu'on soit au moins 2 en physique. Mais voilà, on n'a pas encore aujourd'hui des locaux avec les 3 bureaux, chacun à son poste en marbre. Exactement. C'est pieds sur la table. C'est avec le cigare, ça. Mais ça va venir. Ça va venir. Je te remercie. Mais voilà, ça c'est quand même on se débrouille. Ouais, bien sûr. Comme on peut. Mais
et ça, voilà, ça fonctionne comme ça. Après, selon les athlètes, voilà, on va s'investir, on va diviser le planning avec l'accompagnement, et on met en place, on découvre aussi plein de choses, on teste, un peu comme on parlait de méthodologie design thinking. Moi, c'est un peu ma formation, donc je l'applique à Armada, et on va tester des choses, on va faire de l'itération, on va remodifier pour améliorer l'accompagnement des athlètes. Rentrons dans le cœur du sujet. Armada, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi, à un moment donné, je vais vous appeler pour que vous puissiez m'aider en tant qu'athlète? Donc, principalement des combattants, mais pas que. Alors, pas que. Le positionnement d'Armada, c'est l'accompagnement d'athlètes tous sports confondus. Après, nous, c'est vrai qu'on a une certaine appétence pour les sports de combat, avec une visibilité et un carnet d'adresses avec la bagarre média. Donc là, naturellement, on vient identifier des athlètes plutôt MMA, mais on n'est pas du tout fermé. On est en discussion actuellement sur des athlètes en boxe anglaise aussi. On a beaucoup d'appétence. Et aujourd'hui, on vient structurer la carrière. On vient appliquer des exigences à la hauteur d'une agence de communication, à la trajectoire de la carrière de l'athlète, pour le rendre financièrement actif. Quand tu dis structurer la carrière, ça veut dire quoi concrètement ? Alors, concrètement, aujourd'hui, si j'ai un athlète qui vient signer, on va commencer par une phase d'interview utilisateur pour connaître l'athlète, explorer son profil, ses passions, enfin le connaître intrinsèquement, pour ensuite brainstormer, et on va venir lui mettre en place une approche de stratégie de communication et un branding pour être identifiable. Et dans cet exercice-là, on va trouver la singularité sur le profil de l'athlète. Exemple, là on vient de signer avec Romain Gabetti. Il a un background sapeur-pompier, brancardier, donc très lié à l'autre, à la bienveillance, à l'empathie, et en même temps il est aussi combattant, et il va défoncer les autres dans la cage. Donc il y a clairement, ça c'est très singulier, c'est un équilibre de vie, et nous voilà, on va communiquer là-dessus, on va prendre ça, on va conserver son ADN et on va mettre en avant ses qualités. Donc en une punchline, ça va être l'art d'aider et la science de frapper. Si je fais un miroir. Ouais, je fais un miroir. Et ça, c'est clairement de la communication, c'est du marketing. Donc on va, là, c'est du branding. On va amener ça ensuite. Ça, c'est le fond. Tu le rends bankable en fait. Exactement. C'est exactement l'objectif. Et après, sur les différents points de contact, ça va être notre fil rouge, réseaux sociaux, etc. Ça va être notre prise de parole pour communiquer sur lui, pour créer du lien émotionnel avec sa communauté, ses followers, les fans, et travailler là-dessus. Voilà, ça c'est un angle d'attaque de communication, mais il y en a d'autres. Mais l'objectif, voilà, c'est d'amener son image, de professionnaliser son image pour aller derrière chercher des sponsors, des accompagnements. Ouais. Ça, c'est sur la partie communication. Il y a la partie plus gestion de carrière qui est là, il faut trouver des combats. Exactement. Ça, c'est plutôt toi qui t'en occupes, un de tes associés. Comment ça se fait concrètement ? Tu prends ton téléphone, t'appelles Ares, t'appelles Hexagone. Un peu, comment ça se passe ? Qu'est-ce qui fait le manager pour placer son combattant ? Ça, c'est un peu mystérieux. C'est un peu informel. Bah, du coup, le lead sur la gestion de carrière, c'est plutôt mes associés. Et on a un réseau qu'on a pu développer grâce à la bagarre média, avec des agences presse, les organisations, les fédés, les matchmakers. Voilà, on a les numéros de téléphone, on connaît, on a des relations
de qualité avec eux. Et l'objectif, c'est de dessiner, de structurer la carrière, de proposer, de recommander à l'athlète ce que nous on visualise, ce qui est possible. Et ça, clairement, c'est grâce au relationnel. Souvent, ça va être en étant présent physiquement sur les événements, parce qu'il y a un lien qui est très fluide et naturel dans le MMA. Au début, on peut être avec des gens qui sont très froids, fermés, et une fois qu'on a sympathisé et qu'on parle ensemble et la même langue entre guillemets, c'est beaucoup plus fluide. On va être même très rapidement très proche avec eux, et pour structurer la carrière, on a des visions actuellement pour nos athlètes sur l'année. En effet, il y a des grosses orgas françaises sur lesquelles on aimerait aller combattre. Et eux, qu'est-ce qui les fait signer un Romain Gabetti plutôt qu'un autre? C'est faut que l'athlète il soit bankable, faut qu'il soit bon sportivement, faut qu'il soit tout. Il y a une partie qui va être l'opportunité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une injustice, on peut le voir comme une injustice, c'est que voilà, le combat il se gagne deux fois, il se gagne dans la cage et il se gagne sur le social media. C'est inévitable, le grand gagnant c'est Meta, c'est TikTok, parce que voilà, il faut communiquer. Aujourd'hui on peut voir des déséquilibres avec des athlètes qui n'ont pas forcément beaucoup performé, beaucoup de combats, mais qui vont avoir une communication de grande qualité, qui vont être naturellement à l'aise avec les réseaux sociaux, qui vont embarquer beaucoup de followers, et ça, clairement, ça crée un déséquilibre, et eux, ils vont pouvoir être en main card, même s'ils ont moins de combattants que le combattant X, qui est plus performant, mais qui a beaucoup moins de poids, et en effet qui est moins bankable, et qui va tout simplement ramener moins, qui va vendre moins de billets pour l'événement. Et donc ça, c'est un fait. On peut le voir comme une injustice, mais c'est inévitable. Aujourd'hui, on doit passer par là. Et le combat, il se gagne d'abord sur les réseaux sociaux, puis dans la cage, peut-être, ou dans la cage, puis dans les réseaux sociaux? Je sais pas s'il y a un ordre, parce qu'après on peut aussi, on a suivi des athlètes qui vont perdre leur combat, ou ça va moins bien se passer, et les prises de parole des fois elles sont pas forcément légitimes, très heureuses, très légitimes, dans la mesure où c'est plutôt l'émotionnel qui va prendre le pas, et ça, il y a des prises de parole qui peuvent desservir l'athlète. Donc c'est pour ça que c'est toujours, même si c'est pas des cas de crise, mais c'est toujours intéressant d'être accompagné par une agence ou par quelqu'un, du coup, pour la prise de parole, pour pas réagir à chaud, et éviter parfois des choses qui peuvent desservir, par exemple. On a parlé communication, gestion de carrière, dans le sens où on trouve des combats. Tu l'évoquais tout à l'heure, il y a la partie juridique également. Donc effectivement, c'est pas la partie la plus fun, mais c'est l'infrastructure qui va sous-tendre beaucoup de choses. Exactement. Sur quoi il faut faire attention sur cette partie-là? Sur comment on signe un contrat avec une organisation, comment on signe un contrat avec un sponsor, c'est quoi un peu les points chauds là-dessus? En effet, l'accompagnement juridique, c'est le côté caché de l'iceberg de l'accompagnement, et qui est essentiel. Donc aujourd'hui, j'ai un associé qui est juriste de formation, et on est accompagné par un cabinet d'avocats. Les points importants, ça va être les délais, les exclusivités, la limitation sur le territoire, les transformations aussi, les évolutions de la carrière. Si demain je prends la ceinture, mon périmètre est plus le même, donc est-ce qu'on peut renégocier mon contrat, le revoir? Voilà, faut pas que ce soit figé, faut que ça soit, on puisse mettre à jour régulièrement le contrat si besoin. Et dans cet écosystème où on a un accompagnement juridique, je t'en ai pas parlé, mais on a aussi un accompagnement avec des préparateurs physiques spécialisés dans les sports de combat, un coach mental. On a aussi un nutritionniste, un médecin du sport. Donc ça, c'est ce qui est le cabinet d'avocats. Donc c'est l'écosystème qui accompagne nos athlètes, où on va pouvoir très rapidement accéder à un de ces partenaires. Et pour en revenir à l'accompagnement juridique, nous aussi, on apprend de jour en jour,
contrat après contrat. Et donc voilà les points auxquels il faut faire attention, ça va être, comme je te disais, le périmètre, le territoire, le temps, l'évolution du combattant, sa carrière. L'exclusivité aussi, tu disais. L'exclusivité. C'est-à-dire, je combats dans ta ligue et j'ai pas le droit de combattre dans une autre. Voilà, ça arrive régulièrement. On a des athlètes là qui sont en exclus avec certaines fédés, donc là, on est verrouillé. Jusqu'à la rentrée, par exemple, on peut pas aller chercher d'autres fédérations, d'autres combats, parce qu'on est verrouillé, et ça peut aussi limiter le combattant sur l'année, parce que on peut parfois être limité sur une fédé à 4 combats par an, donc c'est pas énorme, et voilà, pour derrière réussir à en vivre, il faut en plus faire que des verts sur les combats, et on peut être un peu pieds et mains liés de cette façon, donc il faut faire attention à tous ces points. Et sur les orgas qui sont un peu connus, qui ont un peu pignon sur rue, en général le combattant est payé pour combattre et il a une prime s'il gagne, ou il peut être payé 0 s'il perd. C'est vraiment du cas par cas. Sur les orgas un peu significatifs, oui, tu peux avoir une prime de défaite, et tu peux avoir un plancher au moins, tu combats, donc il y a un minimum, exactement. Et après des primes sur le show, sur le meilleur KO qui veut venir s'accumuler à la prime de victoire. Justement, ça fait écho à l'événement MVP qu'il y a ce week-end de Jack Paul, où là il y a un plancher qui est beaucoup plus haut. Je crois qu'il y a $40,000. Justement, on va sortir un billet sur cet événement-là aujourd'hui, et voilà, qui va peut-être un peu bouger, secouer le monde du MMA sur tout ce qui est financement, rémunération, même via l'UFC, quand même plus intéressant que l'UFC. Et puis voilà, on rentre par Netflix, donc on va toucher des millions de foyers, donc il y a un vrai changement peut-être même de paradigme sur le MMA en règle générale avec cet événement-là qui est attendu ce week-end. Une dernière question sur le juridique et les cabinets d'avocats. C'est la situation où l'avocat du combattant n'est pas forcément d'accord avec le manager. Il peut y avoir des discordances de point de vue. Est-ce que toi, tu identifies des situations où tu vas dire à l'avocat, je pense que c'est quand même mieux de pousser pour, je sais pas, moins d'exclusivité, mais plus de primes. Est-ce que tu as en tête un peu des situations, pas de conflit d'intérêt, mais de divergence de point de vue sur le meilleur contrat à conclure? Là, en tête, j'ai pas d'exemple. C'est moins ma spécialité. Malgré tout, on va plutôt se fier à l'avocat, lui qui maîtrise vraiment son sujet. Et c'est plutôt lui qui va avoir le dernier mot, même si c'est ouvert à l'échange. Et de toute façon, celui qui tranche, c'est notre athlète. De toute façon, toutes les propositions qu'on va lui faire, les choix, que ce soit d'image, de management, juridique, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui tranche. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Est-ce que toi, tu es son conseil, mais tu n'es pas son mandataire, c'est ça? C'est ça. Tu peux pas signer à sa place, quoi. Exactement. Nous, on fait des recommandations. La vision qu'on a pour sa carrière, pour sa communication, les sponsors aussi. L'objectif, c'est d'aller chercher des sponsors qui ont du sens, qui sont cohérents avec la performance sportive, là dans ce cas spécifique et le sport de combat, mais voilà, faut qu'il y ait du sens, faut qu'il y ait du fond. On va pas aller chercher un sponsor avec un aspirateur ou après il y a ou une chaîne de grec par exemple, ça peut être tendance, ou alors voilà, faut être un testicrousti, ça va être mis en place, hein. Mais voilà, ça va arriver un jour là. En termes de nutrition, de performance sportive, pour moi c'est incohérent, ça n'a pas vraiment de sens, mais des fois on n'a pas toujours le choix, mais ça peut être créatif, et pourquoi pas lancer une gamme de produits Toasty Krusty Nutri avec vraiment hyper protéiné, équilibré. C'est un exemple. Tout est possible, pourquoi pas. Mais voilà, faut qu'il y ait du sens, pas que ce soit gratuit, pour être cohérent avec la carrière, pour aller après chercher d'autres athlètes, d'autres sponsors, pardon. Faut que ce soit carré.
Ok, je signe chez Armada 1er juin. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Alors, tu signes chez Armada, comme je te disais, on va commencer par des ateliers créatifs. Oui. On va t'interviewer, récupérer un maximum de contenu, d'informations vis-à-vis du profil. Ensuite, on va passer par une phase d'idéation. On va brainstormer, réfléchir sur la stratégie de communication sociale, d'image, d'accompagnement, identifier des sponsors qu'on pourrait aller chercher pour toi. On va proposer ça à l'athlète, on va faire une présentation, une restitution. L'exemple par exemple avec Eladji, lui qui est un combattant MMA pro, qui a une certaine maturité dans sa carrière. Lui, il a un AK, c'est Gendé, c'est le lion en sénégalais. Donc là, il y a déjà une image qui est établie. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir la moderniser, l'accompagner dans ce sens-là. Au-delà de la forme, on va prendre le fond avec les valeurs du lion. On va communiquer sur les valeurs nobles du lion. Pour l'exercice, voilà, on a créé un kiwi avec Elage qui a un profil très posé, calme quand on discute avec lui, très bienveillant. Et dans la cage, il va switcher, se transformer en lion, il va être indomptable. Donc voilà, on a un kiwi où on a Elage qui est posé, calme, avec le lion qui va rugir à ses côtés. Voilà, ça crée une dualité. Et là, on a une forme et il communique un vrai fond sur son profil. Donc ça, c'est du pur marketing, communication, afin qu'il soit identifiable et identifié. Et faut que ça lui plaise, bien sûr. On a eu par exemple des fois des échanges et représentation qui lui plaisait pas, donc nous on va retravailler. Faut qu'il soit exactement, faut qu'il soit à l'aise, évidemment. Et derrière on va aussi l'accompagner sur social media, création de posts, l'aider sur sa prise de parole, parce que voilà, on a une casquette de community manager, il y a plein d'outils pour accompagner les influenceurs, parce qu'aujourd'hui voilà, on est athlète mais on a aussi une casquette d'influenceur. C'est inévitable, on n'a pas le choix. On parlait de c'est pas un gros mot, hein. Non, bien sûr, on parlait de déséquilibre avec l'omniprésence, réseaux sociaux, où il faut performer avant tout en social et aussi dans la cage, donc c'est inévitable, donc on va les accompagner là-dessus et très rapidement aussi mettre en place l'accompagnement aussi. Alors nous on n'est pas coach, ils sont leurs propres coachs, mais malgré tout on a quand même une vision et on peut amener à discuter pour mettre en place un programme d'entraînement spécifique sans voler la casquette de coach, hein. Et vous, les athlètes, c'est plutôt eux qui viennent vous voir ou vous qui allez les chercher pour les signer dans votre écurie? Aujourd'hui, voilà, l'agence est assez récente. Il y a quand même 4 personnes, non? En quelques mois, c'est quasiment un par mois. Hein. C'est pas mal. Donc on espère que ça continue. Donc on va identifier les profils via notre réseau, via les préparateurs physiques qui vont pouvoir aussi identifier des profils qui ont un vrai potentiel. Va être notre présence sur les réseaux sociaux aussi. Exactement. Ma présence aujourd'hui dans le talk. L'objectif c'est aller chercher des profils de qualité. On n'est pas, comme je dis, on n'est pas dans le volume. On est en discussion en ce moment avec d'autres combattants, d'autres athlètes. Et c'est arrivé vite. C'est arrivé vite, donc on espère que ça va continuer. L'objectif c'est pas d'être une machine à athlète et de passer sur un management juste à la commission. On va forcément atteindre un plafond, c'est pas encore le cas, mais voilà, il reste des places, dépêchez-vous. et voilà. Prenons justement ces athlètes. Là, j'en ai 3 en tête. Donc, je vais certainement écorcher son nom. Désolé d'avance, mais c'est Eladji Ndiaye. Exactement. Donc lui, tu en parlais tout à l'heure, c'est un combattant pro en MMA qui est passé par le KSW. Donc lui, c'est un athlète qui est un petit peu plus avancé dans sa carrière. Il y a Romain Gabetti,
qui est lui un petit peu plus, qui a 34 ans, avec 1-1 en MMA, et une toute nouvelle signature avec Ludivine Pimparel, donc qui est une femme de 23 ans, avec un background plutôt en taekwondo. Donc c'est des athlètes qui sont à des stades différents dans leur carrière sportive, qui combattent dans des poids différents, avec des backgrounds différents. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu mets en place pour une athlète de 23 ans, une femme? Est-ce qu'il y a des spécificités pour les femmes? Un Romain Gabetti qui, à 34 ans, a fait est amateur en MMA en 1-1, et un El Hadji Ndiaye qui est plus avancé dans sa carrière. Quels sont les curseurs que tu bouges? Tout à fait. Globalement, de toute façon, dans l'accompagnement, on va aussi réfléchir à l'après-carrière d'athlète, parce que voilà, carrière d'athlète, c'est éphémère, c'est très fragile. On peut se blesser, ça peut s'arrêter très vite. Donc nous, dans notre accompagnement, c'est secondaire, mais on commence déjà à réfléchir à l'après, pour comment est-ce que l'athlète va continuer à exister, à vivre quand il y aura plus de combat, quand il y aura plus d'actualité dans la cage. Donc il y a cette approche-là, en effet, qui est peut-être plus développée pour Elage et pour Romain, un peu moins pour Ludivine, parce qu'elle commence sa carrière professionnelle aussi de journaliste sportive. Malgré tout, c'est une vision qui est importante pour nous, c'est de pas se limiter au combat, à sa carrière d'athlète, c'est d'aller derrière, de pousser, de penser à la continuité. Lui, Elhadji, voilà, c'est un combattant qui a pas mal d'expérience au KSW, qui a fait ses preuves, qui est assez autonome sur ses entraînements. Donc on va plutôt lui mettre le curseur davantage sur l'accompagnement de communication et social. Romain Gabetti, il est très motivé, il s'entraîne 2 fois par jour. Il y a beaucoup de volume. On a identifié parfois sur ses entraînements sur la semaine, on peut un peu, le curseur en termes de training, modifier peut-être un peu plus de cardio ou de renfo, de GJB, de percussion. Donc on va en recaler tout ça. Malgré tout, il évolue là très vite depuis qu'on l'accompagne. On voit déjà des progression sur certains aspects, très très positifs, beaucoup d'abnégation, donc ça c'est très intéressant. Et Ludivine qu'on vient juste de signer, là on est en train de mettre en place aussi tout ça. Là, sa carrière aussi, donc là elle est amateur en MMA, elle a sa carrière aussi professionnelle de journaliste. Donc faut jongler avec les deux. Donc là on va l'accompagner dans ce sens pour que ce soit cohérent et qu'elle puisse se dégager du temps pour s'entraîner. Donc un Elhadji, tu l'accompagnes plus sur l'aspect business, sponsor, notamment un sponsor WeThink que vous avez réussi à signer. On a eu la chance, en effet, d'avoir un accompagnement de l'écosystème et produits WeThink. Armada, et pour l'instant, c'est pour Elhadji. Et ça, on va venir suivre ses performances via de la data avec balance connectée, montre, analyse du sommeil. On va pouvoir mettre le curseur sur ses performances, sur sa qualité de récupération, savoir si aujourd'hui j'ai fait un sparring un peu dur. Grâce à la montre, on va voir le taux de récupération. On peut avoir une gestion aussi très précise du poids. Il y a un sujet qui est avec beaucoup de controverses, c'est le cutting en MMA. C'est inévitable, il faut passer par là. Mais pour l'intégrité du combattant, de l'athlète, ça peut être très très sensible. Donc, grâce à la balance, on va pouvoir garder son taux d'hydratation si nécessaire, le suivre très précisément, jour après jour, donc pour qu'il reste en forme. Et c'est clairement, quand on parlait d'accompagnement qui ont du sens, les WeThink, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est une chance qu'on a pu avoir de cet accompagnement-là. Mais là, c'est très cohérent avec les performances physiques. Tu peux nous raconter
cette négo ou une autre, un peu comment ça vient, qu'est-ce que vous mettez dans la balance, comment toi tu dis concrètement, elle a dit, je pense que c'est un super athlète pour vous représenter, vous en échange, vous pouvez lui donner une dotation ou de l'argent, les deux. Comment ça se passe une négo comme ça? C'est long, c'est dur, ou c'est plutôt fluide? Ça va dépendre vraiment de l'opportunité. Là, c'était grâce au réseau, et l'opportunité tombait avec le fait que WeThings lance une nouvelle balance connectée cet été aux États-Unis, et elle va arriver à la rentrée en France. Et eux, ils travaillent beaucoup avec des micro-influenceurs, et l'objectif c'était de rentrer doucement avec le MMA, parce que le positionnement de WeThings, c'est plutôt la longévité, les cibles peuvent être seniors, on n'est pas dans la performance brute, donc on vient élargir doucement le spectre avec LG. Donc là ça tombait vraiment bien, c'est une question d'opportunité, de timing. En contrepartie, voilà, on va prêter l'image d'LG avec cette nouvelle balance sur le territoire français. Donc, et en contrepartie, on est accompagné avec des produits, et on a d'autres projets avec WeThings là sur l'année. Donc c'est une belle collaboration pour l'instant. Et toi, ce deal, il est arrivé comment? C'est que tu as entendu parler que la marque avait envie de s'ouvrir un peu au MMA, et toi tu dis moi j'ai peut-être un athlète super cool pour toi. C'est eux qui viennent vers toi, c'est une connaissance. Un peu comment ça pour que concrètement on puisse se rendre compte comment un deal de sponsoring se fait. Moi, c'est une marque que je suis beaucoup, je suis assez fan. J'ai déjà la balance connectée, je connais mon poids. Tu peux faire le cutting. Exactement, je suis prêt pour le cutting. Donc c'est une marque que je suis vachement, et dans l'identification des accompagnements des sponsors qu'on peut avoir, pour moi voilà, ça fait vraiment sens, et j'ai pu contacter un profil qui travaille chez WeThings, qui s'occupe du social chez eux. Donc je lui ai présenté l'agence, les projets, les potentielles collaborations qu'on pourrait avoir avec eux, et là, comme je disais, ça a matché parce que il y avait une opportunité, et il y a d'autres micro-influenceurs qui sont identifiés aussi pour le lancement de cette balance-là, du trail, la course à pied, et donc là ça a matché dans ce sens. Et toi, tu recommandes d'aller vers les marques plutôt qu'attendre que ce soit elles qui te contactent? Parce que tu peux attendre longtemps aussi. J'aimerais beaucoup que les marques viennent vers nous, ce serait super, mais voilà, il faut être audacieux, faut aller les voir, faut avoir une présentation carrée. Ouais. Il faut qu'on soit nous légitimes pour que ce soit fluide pour l'accompagnement. Et je continue d'aller vers d'autres marques. Il y a des grosses marques de distributeurs sportifs aussi qui j'ai échangé. Là, pareil, c'est une question d'opportunité. Ils ont déjà des athlètes sur qui ils misent. Il n'y a pas d'entrée actuellement d'autres athlètes, donc on est en attente. Mais voilà, je pense que c'est souvent une question d'opportunité, pas hésiter à relancer, à être visible, être omniprésent. Tu gardes ton prospect au chaud. Oui. Pour l'instant, mais c'est commercial. Bien sûr. C'est une relation où les deux doivent gagner, sinon ça fonctionne pas. Exactement. Avec LG, c'est un bon cas d'école, enfin un bon business case sur le sponsoring. Sur Gabetti, on est plutôt sur l'aspect carrière peut-être. J'avais noté que vous vouliez le faire passer en pro dans les 12 mois. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, là, on va accélérer les volumes de combats. Pour atteindre au moins une dizaine de combats en amateur. Là, on avait une opportunité avec 100% Fight de combattre très rapidement, mais en termes de timing, on est un peu limité parce qu'il y a une préparation médicale à avoir, et là, c'est courant mai, mais si je dis pas de bêtises, il y a une date qui a été annulée, donc voilà, c'est en cours. On essaie d'accélérer avant l'été parce qu'on va voir un gros off pendant l'été, évidemment. Mais l'objectif, voilà, c'est d'enchaîner en termes de volume les combats. On est amateur, c'est de l'expérience. On se fait plaisir, on y va. Il n'y a pas de souci. Donc
Donc l'objectif, voilà, c'était plutôt du volume pour Romain pour l'année prochaine, aller chercher du pro. Et troisième cas business, Ludivine Pimparel. Donc là, est-ce que quand on est une femme, c'est différent, c'est pas différent? Est-ce qu'il y a des spécificités? Donc évidemment, c'est une femme, mais c'est pas qu'une femme, c'est une athlète avant tout qui fait du journalisme à côté. Mais est-ce qu'il y a quand même des spécificités dans les sports de combat? Évidemment, étant une femme, les gens elles sont beaucoup moins représentées. À l'entraînement, pareil, elle va devoir tourner davantage avec des hommes, vu qu'il y a moins de femmes. C'est pas parce que c'est une femme qu'ils vont taper moins fort. Souvent une espèce d'ego. Il faut surtout pas que je me fasse battre par une femme. Donc les combattants en face vont pas. Enfin, ça dépend des combattants. Mais on peut aussi rencontrer des combattants qui vont limite taper plus fort parce que c'est une femme. Il y a toute cette approche là qui est différente avec le sol, les percussions. Donc clairement, c'est différent. Il y a moins de compétitrices aussi. On voulait faire rapidement aussi combattre Ludivine, mais en face, faut aussi identifier une combattante. Beaucoup plus compliqué d'aller sur ce terrain-là. Donc là, pour l'instant, pour ce mois-ci, on n'a pas de combat prévu. Après, tout peut changer très vite. Mais clairement, voilà, c'est un milieu quand même très masculin, très fermé, de moins en moins. Hein. Et nous, on est là aussi pour mettre en avant la parité, les combattantes. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Mais il y a clairement une différence. Qu'on essaie de lisser, d'atténuer, mais c'est plus complexe aujourd'hui pour une femme. Après, il y a moins de concurrence, donc dans l'absolu, une carrière peut se dessiner beaucoup plus rapidement pour une femme. Mais encore là, c'est un peu le reflet de notre société qui évolue dans le bon sens. Mais ouais, toujours un petit temps un laps de temps de décalage et c'est différent en effet pour les femmes. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Et est-ce que pour une femme, il y a plus besoin d'accompagnement par une entreprise comme Armada ou pas plus que pour un homme, dans la mesure où il y a moins de femmes? C'est peut-être pas clair ce que je dis. Si, je vois ce que tu veux me dire. Pour moi, c'est pas une question de sexe, par contre. La personne avant tout, son profil. Oui, non, je disais plutôt parce que c'est un écosystème où il y a moins de combattantes, donc il y a moins de structures d'accompagnement qui répondent peut-être plus à leurs besoins. Dans le sens où il y a moins de concurrence sur les combattants féminins. C'est ça que je voulais dire. Je fais le parallèle par exemple avec la Horde qui est un regroupement de poids lourds où ils vont se retrouver tous les mois parce que c'est pas toujours simple de pouvoir tourner à la salle, au club avec des poids lourds parce que ils sont aussi limités, peut-être un peu aussi limités même peut-être moins que les femmes, mais c'est quand même limité les poids lourds. Donc ils se retrouvent une fois par mois, on tourne que avec du poids lourd, que ce soit boxe anglaise, judo, JJB, on se retrouve tous, ils vont tourner ensemble. Ça peut être intéressant aussi de mettre en place ce genre de choses pour les femmes, avoir une fois par mois, rencontre avec les différents sports de combat pour se retrouver entre elles, selon les catégories de poids, mais en étant exclusivement des femmes. Pour en revenir à ta question principale, qui était l'accompagnement sur la carrière, le sponsoring. En effet, on peut aller toucher des sponsorings qui sont différents pour une femme. Là, on a en tête l'usine qui a une appétence pour le skincare, par exemple. Après, on peut aussi toucher les hommes, hein, mais là, du coup, on va essayer d'aller chercher ce genre de sponsoring pour Ludivine et autres. Mais voilà, c'est pas exclusif au sexe. Et aujourd'hui, la parité, elle est aussi pour faire tomber les barrières et ouvrir au maximum les accompagnements. Un dernier sujet qui touche Armada, c'est votre rémunération. Donc, vous êtes une entreprise, donc on bosse pas gratuitement non plus. Vous avez c'est un forfait, c'est un pourcentage sur les contrats qui sont conclus avec le sponsoring, les ligues. Comment ça se passe un petit peu? Alors nous, on va prendre une commission sur ce que l'athlète va gagner. Nous, on prend le talent brut
de l'athlète, on vient le structurer pour le transformer en actif financier. Ça, c'est tout notre objectif. Et évidemment, il faut qu'on fasse gagner. L'objectif dans l'absolu, c'est de faire gagner de l'argent à notre athlète pour que nous on puisse se rémunérer. Donc on n'a pas le choix. Aujourd'hui, c'est compliqué de performer pour un athlète en France et d'être autonome financièrement. Ce serait notre but, de pouvoir rendre l'athlète autonome financièrement grâce à sa carrière, grâce à sponsoring, aux accompagnements. Ça, c'est le but ultime. Et nous, à partir de là, on peut se rémunérer. Mais s'il n'y a pas d'argent qui rentre pour l'athlète, il n'y a pas d'argent qui rentre pour nous. Ouais. Donc on est vraiment lié, on est limité à la commission sur l'accompagnement des athlètes. C'est plutôt sain parce que ça veut dire que tu signes que des athlètes en qui tu crois. Exactement. Et d'autant plus que entre le moment où tu le signes et le moment où tu vas toucher ta première commission, il peut y avoir plusieurs mois, si ce n'est plus. Ça, c'est inévitable. Quand on vient signer un athlète, on mise sur lui, on investit. C'est un peu comme de la crypto. On investit sur le moyen ou le long terme. Et ça va aussi nous motiver, nous, pour l'accompagnement, le structurer, pour arriver à une image qualitative. Et après, il y a plein de points qui sont pas maîtrisables, sa carrière, les sponsors, les victoires. Mais voilà, en effet, t'as tout à fait raison. C'est du poker. On vient miser sur nos athlètes. Et alors, pas sur n'importe lesquels. Hein. Ceux qu'on accompagne, on les a identifiés. On sait qu'il y a un potentiel et on va tout faire pour les accompagner dans cette progression. Parce que toi, le temps que tu passes au début à brander, à brainstormer, t'es pas rémunéré pour ça, alors que c'est quand même du temps, 20 ans d'expertise mise au service d'un athlète pour peut-être avoir une commission dans 6 mois. Donc faut y croire. C'est ça, on essaie de poser des standards d'expertise de grandes agences de communication sur l'accompagnement de nos athlètes pour être très très qualitatif et être légitime face aux matchmakers, aux sponsors, aux followers. C'est tout l'objectif. Et en effet, pendant ce temps-là, on n'est pas rémunéré. Ouais, donc c'est un investissement sur long terme. Exactement. Romain, merci beaucoup de nous avoir partagé toute cette expérience. C'est une agence, j'ai l'impression, qui se développe bien. Déjà 4 athlètes en 4 mois quasiment. Ça va vite. Merci Franck pour l'interview. J'espère qu'on va continuer dans ce sens, d'accompagner des athlètes de qualité. Ouais. Et je te dis à très bientôt. Merci Romain. Merci Franck.